Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le contingent des casques bleus ivoiriens déployé à Tombouctou dans le cadre de la MINUSMA au Mali, qui, rappelons-le, a été distingué par les Nations Unies pour sa bravoure, a reçu les félicitations de la haute hiérarchie militaire. En ouverture de cette édition, retour sur ces moments de communion entre le chef d'état-major général des armées et ses hommes basés à Tombouctou. Après la phase de sensibilisation, la compagnie ivoirienne d'électricité CIE veut passer à la phase de répression pour que les populations qui occupent les sites qui abritent des hautes tensions libèrent ces emprises. De Trècheville à Bobo et Cocody, les équipes opérationnelles de la compagnie, accompagnées de journalistes, ont visité les sites critiques concernés. En République démocratique du Congo, les forces armées ougandaises ont été autorisées à pénétrer dans les territoires de l'Est du pays. Le président congolais Félix Tshisekedi a accepté la demande formulée par son homologue ougandais. L'objectif est notamment de poursuivre le groupe armé ADF qui sévit dans la zone. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ces 45 minutes d'information. Mesdames et messieurs, une question pour ouvrir ce journal. Vous êtes-vous déjà fait enrôler pour obtenir votre nouvelle carte d'identité? Si vous l'avez déjà reçue, alors vous faites partie des bienheureux pour qui l'inquiétude de la date butoir n'existe plus. Vous vous êtes déjà fait enrôler mais ne l'avez pas encore reçu. Pris dans l'étau d'une attente interminable pour obtenir le précieux document, vous avez peut-être cédé au découragement. Eh bien, un certain nombre d'initiatives ont été engagées pour résoudre rapidement le problème. Vous l'avez certainement compris, nous parlerons ce 13 h dans le cadre du Dimanche Magazine du processus d'identification des personnes résidant en Côte d'Ivoire. Nous essaierons surtout de faire l'état des lieux de ce processus conduit par l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONECI, créé en 2019, remplacement de l'Office national de l'identification ONI dissous. Et notre invité de ce 13 h, c'est le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONECI, M. Sitioni Yena-Kafana. Bonjour, monsieur le directeur général, et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, M. Guivet. Alors, avec vous, donc, nous parlerons de ce processus d'identification. Ce sera dans une demi-heure. Mais avant, regardons ensemble à ce satisfait-ci, suivi de félicitations et d'encouragements du chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, Lassina Doumbia, au contingent des casques bleus ivoiriens basé à Tombouctou, au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, qui, rappelons-le, nous le disions à l'instant dans les titres, a été distingué par les Nations Unies pour sa bravoure. Le contingent ivoirien en fin d'émission qui s'apprête à regagner Abidjan a donc reçu les félicitations de la haute hiérarchie militaire. Abou Sanogo. C'est cette ambiance qui a prévalu au 1er bataillon d'infanterie ivoirien à Tombouctou, si au secteur ouest de la MINUSMA. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, à l'arrivée du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, venu s'enquérir du moral de ses hommes. Déployé sur le théâtre malien depuis 2 ans, dans le cadre d'une mission de paix de l'ONU. Le contingent ivoirien s'est distingué par son professionnalisme à toute épreuve et très apprécié par l'ensemble des personnels du secteur ouest, ce qui lui vaut d'être félicité par la haute hiérarchie militaire. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire allait engager un bataillon autonome. Avec l'expérience que tous les autres pays avaient, je me demandais si on n'allait pas éprouver des difficultés pour être à la hauteur. Mais vous êtes allés au-delà de nos espérances. Et ça, je voudrais vous féliciter pour cela. Désormais, vous pouvez vous considérer comme une excellente unité. Vous avez de l'expérience, vous avez acquis de l'expérience, vous avez de bons réflexes. Bravo à vous. La Côte d'Ivoire vous sera reconnaissante. Une visite fort appréciée par les 650 hommes du contingent ivoirien. Un repas de corps a mis fin à la visite du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, à Tombouctou. La bravoure, voilà qui mérite d'être encouragée. Certains comportements, eux, ne méritent pas d'être encouragés. Par exemple, habiter des sites abritant les pylônes de haute tension. Après la phase de sensibilisation, la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, veut passer à la phase de répression pour que les populations qui les occupent libèrent ces emprises. De Trècheville à Abobo et Cocody, les équipes opérationnelles de la compagnie nationale d'électricité ont visité ces sites. Il y avait des journalistes dans leur rang. Le reportage de Cheikh Koné. Jean-Marie est menuisier sur ces sites depuis 3 ans. Si son business marche bien, c'est tout le contraire du lieu qui abrite son atelier, ici à Cocody-Agban. Bon,
On nous a dit que c'est dangereux. Ce site est sous une emprise de pylônes haute tension avec 90 000 volts de décharge électrique. Dans les normes, Jean-Marie et ses confrères devraient se situer à 15 mètres de chaque côté de la délimitation de cette emprise. Malgré plusieurs mises en demeure et les incidents survenus en raison des risques électriques, les occupants réchignent à s'en aller. Il y a une femme qui voulait faire son hangar là, quoi. Et puis on appelait un ferronnier. Voilà, il voulait faire passer un gros fer. Et le long fer a touché le fil. Ça a créé une masse. Voilà, Dieu merci que le frère là a perdu la vie. Mais en attendant, on n'a pas autre site où aller. Voilà, c'est pour cela que nous sommes ici d'abord. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, les mécaniciens et parfois des populations riveraines utilisent le passage des lignes à haute tension comme aire de travail ou lieu d'habitation. Depuis quelques années, la compagnie ivoirienne d'électricité multiplie les campagnes de sensibilisation dans plusieurs communes du district d'Abidjan. C'est le cas ce matin, avec comme invité des journalistes à qui est expliqué les dangers qu'encourent les squatteurs de ces sites. Nous avons bien indiqué qu'il y a une emprise réglementaire. Pour chacune de ces lignes, il y a une largeur de layons qu'on vous a donné tout à l'heure. Pour les 225, on a bien dit que c'est des largeurs de 18 mètres. Et puis les 90 000, c'est 15 mètres, 30 mètres. Donc, si vous voyez des habitations qui sont en bas, qui sont dans ces périmètres, il est évident que ça ne doit pas être là. De Treichville à Port-Boué en passant par Abobo et Cocody, le danger est permanent. Pas besoin de toucher les lignes haute tension pour être victime d'une électrocution, nous explique un responsable de la compagnie. À seulement quelques mètres des infrastructures, le risque d'amorçage est grand. Sanou Hakim est riverain de ce quartier populaire de la commune de Port-Boué. Après s'être résolu à quitter l'emprise des hautes tensions, il demande une accentuation de la sensibilisation auprès des populations. Il faut les autorités pour nous assister, parce que faire sortir ça en un coup, c'est un peu difficile. Donc si les autorités nous assistent, et puis bon, on montre la délimitation que tout le monde connaît, je crois bien que ça sera respecté. Les statistiques des accidents dus au risque électrique sont parlantes. 29% dus aux installations intérieures des habitants, 12% dus au branchement et 3% dus à la fraude. En termes d'action, principalement, c'est les actions de sensibilisation pour que la population comprenne le bien fondé de ne pas occuper les couloirs. Et une fois qu'ils ont compris le bien fondé de ne pas occuper les couloirs, ça leur permettra donc de sortir. Après la phase de sensibilisation, celle de la répression se prépare activement. L'objectif, d'une part, est de sauver encore des vies et fluidifier, d'autre part, les opérations des équipes techniques de la Compagnie nationale de distribution d'électricité. Donc tout est lié. Voilà, il est incontestablement dangereux d'habiter sous des hautes tensions, mais le danger est aussi ailleurs avec la menace Covid-19 à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 27 novembre 2021 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 2580 échantillons prélevés, soit 0,7% de cas positifs, 20 guéris et 0 décès. À la date donc du 27 novembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 704 cas confirmés, dont 60 684 personnes guéries, 704 décès et 316 cas fictifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 147 166. Le 26 novembre, 40 768 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 390 681 doses du 1er mars au 26 novembre. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, on le répète, est gratuite et volontaire. Et en cette période de crise sanitaire dominée par la Covid-19, on ne perd pas de vue les autres menaces à la santé comme le tabagisme. Dans la commune d'Abobo, un séminaire relatif au rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac s'est tenu, initiative de l'ONG Comité Club Universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et autres pandémies, afin de renseigner sur les conséquences de la consommation du tabac pour la santé. Astotoré Daniogo. Comment freiner l'ingérence de l'industrie du tabac et renforcer les capacités des acteurs à la prévention du tabagisme en Côte d'Ivoire? Des problématiques qui réunissent l'ONG Comité Club Universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue, CLUCOD, et d'autres acteurs de la lutte anti-tabac.
28 années durant, l'ONG Clucode s'est engagée à soutenir et à sensibiliser les communautés pour réduire l'expansion et l'impact de la drogue, du tabagisme, l'alcoolisme, le VIH ainsi que d'autres pathologies. Malgré la pandémie de la Covid-19, l'ONG Clucode ainsi que les partis civils ont décidé d'intensifier la lutte afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics et la population sur leurs engagements et les risques. L'ONG invite les décideurs politiques à réduire la prévalence du tabagisme qui est actuellement de 14% avec 9111 décès selon Atlas Tobacco. Elle invite à la protection de la santé publique en renforçant les mesures de lutte anti-tabac. La société civile mène plusieurs activités pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur engagement pris et la population sur les risques qu'elle encourt. C'est le lieu d'inviter tous les participants à partager et relayer les points essentiels de ce rapport partout où il sera nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de lutte anti-tabac en Côte d'Ivoire. Rappelons que le tabagisme est un facteur de risque de la Covid-19. Signé Astotor et Daniogo et l'Agence ivoirienne de régulation de la mutuelle sociale vient de présenter une plateforme de collaboration des mutuelles sociales agréées. Ce sont 45 mutuelles qui figurent au sein de cette plateforme. L'objectif est de lutter contre la Covid-19 et les autres risques socio-médicaux. L'initiative bénéficie du soutien du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Didier Nguessan. Si la riposte contre la Covid-19 est gérée directement par le gouvernement à travers le Conseil national de sécurité et le ministère de la Santé avec en prime une prise en charge gratuite des malades, les mutuelles sociales veulent s'y impliquer davantage. 45 mutuelles agréées pour plus de 318 000 adhérents et couvrant près d'1 million de personnes lancent officiellement leur plateforme de collaboration en vue de partager les bonnes pratiques. Les soins sont gratuits quand on va dans les établissements publics, mais il va sans dire que c'est un coût avéré au niveau de l'État. Alors la relève va être prise par les mutuelles elles-mêmes. Donc il faut les renforcer par rapport à cette prise en charge de cette pandémie au niveau des mutuelles sociales. Pour les mutualistes, la crise sanitaire a impacté la prise en charge des pathologies courantes et l'organisation interne des mutuelles. Cette plateforme vient renforcer leur résilience et le bien-être des travailleurs pour qui la couverture maladie universelle a été mise en place par la tutelle. J'ai invité les mutualistes à créer un observatoire des assurés de la CMU. Tous les problèmes qui vont apparaître au niveau de l'enrôlement, au niveau de la production des cartes, au niveau de la distribution des cartes, au niveau de la collecte des cotisations. Ce comité de coordination-là va recevoir les plaintes et les remontées. Le ministre Adama Kamara a installé le comité de pilotage de la plateforme de collaboration des mutuelles sociales. Ils ont consacré plusieurs années de leur vie au service de la RTI. Ils sont nos doyens. Aujourd'hui à la retraite, ils se sont réunis au sein d'une amicale dénommée l'Amicale des anciens de la RTI. Les membres de cette amicale ont été reçus par le directeur général de la RTI, M. Fosséni Dambélé, qui n'a pas manqué de leur exprimer sa gratitude pour leur contribution au développement de l'entreprise, leur promettant de les accompagner dans les différentes activités. Orphée Conan, Walter Amadou Ouattara. La volonté des anciens agents de la RTI, tout corps de métier confondus, celle de renforcer et de perpétuer les liens d'amitié et de fraternité déjà établis entre eux du fait de longues années de service, a engendré la création de l'amicale des anciens de la RTI, 2A RTI. Avec le soutien du directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, l'amicale des anciens de la RTI a vu le jour le 8 mai dernier. Cette organisation apolitique à but non lucratif a pour objet de fédérer ses membres autour de la solidarité afin de susciter un réseau d'entraide mutuelle. Élu premier président de l'organisation à l'issue d'une assemblée générale, Emmanuel Kofi, ancien journaliste sportif à Radio Côte d'Ivoire, traduit sa gratitude au directeur général de la RTI pour son entière disponibilité à soutenir la 2A RTI. Nous pouvons remercier le directeur général parce qu'il a énormément contribué à la création de cette amicale. L'amicale qui va permettre aux anciens de se retrouver et de partager encore des instants, nous l'espérons, agréables, vu que quand nous étions en situation professionnelle, pour certains à la radio, pour d'autres à la télé,
Nous avons vécu non seulement des moments professionnels, mais aussi des moments de convivialité que nous espérons pouvoir recréer à travers cette amicale. Le directeur général a fait part de sa considération et de son attachement envers les anciens agents de la RTI qui ont contribué à la vie de l'entreprise. Cette mutuelle, il fallait la créer, vous l'avez fait. Votre œuvre est connue et reconnue et vous demeurez dans le patrimoine humain de la conscience collective de la Côte d'Ivoire et aussi naturellement et avant tout de la RTI. L'amicale souhaite aussi être associée à certaines activités de la maison. Des membres de la 2A RTI sont prêts à partager leurs expériences avec les agents en activité. Le bureau exécutif de la 2A RTI a prévu une rencontre avec le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie pour l'informer de la création de cette organisation. Et dans le fil de l'actualité, sachez que le ministre des Ressources animales et halieutiques porte à la connaissance de la population des éleveurs, des grossistes, des revendeurs, des vendeurs ambulants et occasionnels de volailles vivantes, que la vente de volailles vivantes est une activité soumise à une déclaration obligatoire et ne doit s'exercer uniquement que dans les marchés conventionnels et les points agréés de vente. Par conséquent, la vente de volailles vivantes aux abords des grandes voies, des carrefours, dans les quartiers ou autres sites en dehors des marchés est interdite. À cet effet, les services compétents en la matière procéderont à la saisie systématique de toute volaille vendue en dehors des marchés. Le ministre compte sur la bonne compréhension de tous. Communiqué signé du ministre des Ressources animales et halieutiques. Du côté de Didiéville, les femmes de la sous-préfecture de Molonou-Boulé, région du Bélier, se mobilisent pour leur autonomisation à travers une organisation, l'association J'aime Léo Kadi. Cette association se positionne comme une plateforme féminine spécialisée dans la production et la vente du vivrier. Cette association a été officiellement installée. Soro Corona. Elles sont plus de 300 femmes, toutes travaillant dans le secteur du vivrier qui décident de s'unir pour sortir de la précarité. Une organisation qui permettra à ces femmes de produire plus et surtout faciliter l'écoulement de leur production. Cette association dénommée J'aime Léo Kadi va également permettre à ces femmes de diversifier leurs sources de revenus afin d'assurer leur autonomie financière. Quand les femmes décident de faire quelque chose, c'est toujours 100 fois mieux. Et je pense que par le biais de cette association, nous allons pouvoir aider les femmes à sortir de cette léthargie, mais également à les former à devenir des vrais leaders de demain. Nous allons ensemble, parce qu'elles seront une force importante, aller à la conquête des moyens pour que lorsque les moyens arriveront, elles puissent dans longtemps gérer ces moyens afin qu'elles puissent avoir leur propre budget. La marraine de l'association, Léo Kadi Yao, invite ses filles au travail, à l'union et à la détermination, seule voie de leur autonomisation. Les autorités coutumières s'engagent à accompagner cette association en cédant des parcelles pour la production du vivrier. Les premiers responsables de l'association J'aime Léo Kadi vont sillonner tous les villages de la sous-préfecture de Molonou-Boulé afin de sensibiliser les productrices sur l'importance de l'autonomisation de la femme rurale. Un reportage signé Soro au Corona. Et puis, il y a comme un ouf de soulagement dans l'air. Le calvaire des usagers de l'axe Abingoro-Bétier sera bientôt un lointain souvenir. Le président du conseil régional de l'Indénie-Duablin, au cours de la 3e et dernière session ordinaire de l'année 2021, a annoncé le bitumage prochain de ce tronçon. Les populations de cette localité, qui est une des principales zones de production du cacao, éprouvent bien des difficultés à évacuer leurs produits pendant les saisons pluvieuses. Le reportage d'Hermaniania. La route Abingoro-Bétier, longue d'environ 100 km, un véritable calvaire pour les automobilistes et les usagers de ce tronçon pendant les saisons pluvieuses. Mais regardez l'état de la route. Pardonnez, aidez-nous. On souffre. On s'est déshabillé, tout, on a poussé nos voitures, on est fatigué. Bientôt, ce calvaire ne sera qu'un lointain souvenir. Le président du conseil régional de l'Indénie-Duablin a annoncé le bitumage de cette voie et aussi le reprofilage lourd de certaines pistes importantes de la région. La saison exagérément prolongée des pluies résultant des changements climatiques ont entraîné une forte dégradation de l'ensemble des routes en terre de la région. Les axes Abingoro, Bétier et Etienne-Cro, Amiens-Kwasi-Cro sont les plus touchés. Nous sommes à la tâche
pour rechercher des solutions. La bonne nouvelle que nous avons enregistrée est que l'axe Etienne-Kro-Amiens-Kwasi-Kro va être bientôt reprofilé par le Conseil Café-Cacao. Également, les travaux de bitumage de l'axe Abangro-Bétier commenceront au premier trimestre 2022. Ces informations ont été données au cours de la 3e session ordinaire de l'année 2021, session au cours de laquelle le budget primitif de l'exercice 2022 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 186 097 000 francs CFA a été adopté. Wadia Issé, tout en saluant les actions déjà menées, a indiqué que d'autres projets seront encore exécutés afin de poursuivre la dynamique de développement en cours pour hisser l'Indéné-Guablin au rang des régions les plus développées de la Côte d'Ivoire. Et au chapitre de la religion, voici 70 ans aujourd'hui que le christianisme a foulé le sol des peuples Ngban et Nzipli. Et c'est avec allégresse que ces peuples ont célébré cet anniversaire. Pour l'occasion, une messe a été dite à la paroisse Saint-Pierre de Raviard. Pour marquer l'événement, le président du Sénat et plusieurs ministres de la République ont assisté à la messe. Ils ont invité le peuple de Dieu à œuvrer pour la paix partout en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. La paroisse Saint-Pierre de Raviard. 70 années d'évangélisation, 70 années que les peuples Ngban et Nzipli ont accepté le Christ. L'événement se fête du beau monde pour célébrer l'anniversaire de l'arrivée en 1951 du révérend Père Claude Lazinier pour annoncer la bonne nouvelle. Pour la messe anniversaire, Monseigneur Alexis Youlot-Touabli invite les fidèles à davantage de prières et de foi. Que ce peuple aux éplis et aux bancs soit toujours un peuple debout. Parce que quand le Christ arrive quelque part, c'est pour remettre l'homme debout, puisqu'il est lui-même l'homme debout. Aux côtés des fidèles, le président du Sénat, Jeannot Aoussou-Kouadio, fils de Raviard, dont la vie se confond à l'arrivée du christianisme dans la localité. Ces 70 ans coïncident avec ma naissance, c'est-à-dire au moment où le Christ venait à Raviard, je suis né. Donc c'est une alliance, au-delà de ma personne physique, c'est une alliance spirituelle. Et nous savons tous l'importance de l'Église catholique romaine en Côte d'Ivoire, en termes d'éducation, en termes d'accompagnement, en termes de sociabilité. Et nous avons bénéficié profondément des enseignements de l'Église catholique. Des vœux allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale sont dits par les personnalités présentes. Ce peuple Nzipli Ngban, donc de cette région de Didier Vier et de Raviard, ce peuple aspire à la paix. Vous avez vu tout à l'heure au cours de la messe, cela a été dit. C'est un peuple extrêmement croyant parce que ça fait 70 ans quand même que l'Église catholique a été plantée ici et nous avons été très heureux d'être à côté de notre aîné. Je prie le Seigneur afin que nous restions dans la cohésion, afin que nous puissions demeurer toujours unis parce que mon Seigneur l'a dit, c'est dans le sang du Christ que nous devons demeurer. Prière, chant, confirmation des fidèles et accueil de frères au service du Christ, 70 ans après, l'Église catholique continue de conquérir les cœurs Ngban et Nzipli. Et après 21 jours de jeûne de prière, la communauté pentecôtiste du Temple de la Grâce de Yopougon-Selmer a organisé un culte d'action de grâce. Ce programme de prière avait pour but d'intercéder pour la sécurité, la cohésion sociale, la paix durable ainsi que le développement de la Côte d'Ivoire. Godefroy Okambawa. Les fidèles chrétiens de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire tentent de la grâce quartier Selmer, commune de Yopougon, en fête. Après 21 jours de jeûne et de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, dans une ambiance de louange et d'adoration, ces chrétiens de cette communauté ont traduit leur reconnaissance à Dieu. C'est un programme spécial dénommé VPP, Victoire par la prière. Un programme dans lequel nous prenons le temps de prier pour la nation, de prier pour les autorités, de prier pour l'église, prier pour le corps de Christ. Les portes étaient fermées, aujourd'hui ces portes sont ouvertes. Voilà, les obstacles sont ôtés. Le ciel est ouvert, la grâce de Dieu surabonde dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes tous joyeux et nous croyons que ces mêmes grâces reposent sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que la Bible déclare que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous sommes.
Et donc nous croyons que cette paix-là également est sur notre nation. Ces jours d'intercession et de recueillement ont été une occasion de restauration de la foi pour certains fidèles chrétiens de ce temple. Nous avons traversé des épreuves, mais ce moment de jeûne nous a donné la victoire sur des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, nous sommes en paix avec le Seigneur. C'est nécessaire d'adresser les prières à Dieu parce que c'est lui qui est à la base de toutes choses. Le chrétien sans prière est un chrétien mort. Nous crions à Dieu pour que Dieu facilite les choses, pour que Dieu débloque la situation. Cette 4e édition de communion avec Dieu pour une paix durable en Côte d'Ivoire a été meublée d'une parade dans les rues pour témoigner des bienfaits de Dieu. Et on reste dans cette ambiance de prière. Il faut accepter d'obéir humblement à Dieu avec nos biens. C'est le thème choisi par la communauté Aris du village d'Anono dans le cadre de la célébration du 60aire de la dédicace de son temple. L'événement a été marqué par un cérémonial. Il a enregistré le soutien des autres communautés sœurs du village. Patricia Omouetia nous en parle. Plusieurs étapes ont marqué cette cérémonie de dédicace du temple Le Jourdain de l'église Ariste d'Anono. Ambiance de fête pour ce 61e anniversaire du temple avec cette procession de bougies. Un cérémonial qui concrétise la consécration du temple à Dieu pour l'avancement de son œuvre. La communauté Aris a communié dans la louange et dans la prière. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants. Dieu qui a permis que nous bâtissons ce temple. Nous vivons une situation de crise sanitaire et nous prions aussi le Seigneur qui nous aide à trouver des moyens pour pouvoir non seulement écarter cette maladie, mais que nous retrouvons la paix. Et nous parlons aussi de la réconciliation au plan national, que Dieu nous aide. Le représentant du parrain Dan Opoulin a quant à lui souligné l'importance de cette cérémonie pour le caractère de paix et de cohésion sociale. Le cérémonial avec les enfants, ça démontre l'amour entre les Ivoiriens. Ça démontre l'entente entre les Ivoiriens. Et voilà pourquoi je voudrais vous dire que cette cérémonie est un appel qu'on lance à tous les Ivoiriens et à tous les Africains qu'il y ait l'union, l'entente et la cohésion sociale entre nous. L'église du Christ Mission Aris est très présente dans le sud de la Côte d'Ivoire. Son fondateur William Aris, venu du Libéria, a installé sa base au début des années 1900. Cette congrégation religieuse compte un peu plus de 700 temples pour 1400 prédicateurs en Côte d'Ivoire. Reportage signé Patricia Omouetia. Dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, les forces armées ougandaises ont été autorisées à pénétrer dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi a accepté la demande formulée par son homologue ougandais Yoweri Museveni. L'objectif est notamment de poursuivre le groupe armé l'ADF qui sévit dans la zone. Mais au regard de l'histoire récente entre les deux pays, c'est une décision sensible qui n'a pas encore été annoncée officiellement par les deux chefs d'État. Place à présent à l'invité de cette édition. Notre invité de ce dimanche magazine, c'est M. Sitioni Yena Kafana, directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONUCI, office créé en 2019, remplacement de l'ONI. Les objectifs assignés à l'ONUCI, on les connaît, la mise en œuvre de la politique de l'état civil en liaison avec les officiers, les agents de l'état civil et les autorités judiciaires, ainsi que l'identification des personnes résidant en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général de l'ONUCI, merci encore d'être avec nous, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Aujourd'hui, où en est-on avec le processus d'identification engagé depuis plusieurs mois, on va dire? Concernant le processus d'identification qui a démarré officiellement en février 2020, il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif qui quadrille l'ensemble du territoire national. Donc, nous sommes présents dans toutes les sous-préfectures avec un dispositif fixe et mobile à même de pouvoir traiter l'ensemble des demandes. Il faut dire que nous avons également comme c'était mentionné, des équipes qui sont capables de se déployer un peu partout afin de pouvoir procéder aux enrôlements des différentes populations. Alors, à ce jour, a-t-on une idée du nombre de personnes qui sont entrées en possession de leur carte nationale d'identité? Oui, un peu plus de 2 millions de personnes aujourd'hui sont en possession de leur carte. D'accord. Et combien de personnes sont encore dans l'attente? Autour de 400 000 personnes sont encore en attente du retrait.
Alors, notons que les questions précédentes concernaient uniquement les personnes qui se sont déjà faites enrôler. Peut-on avoir une estimation du nombre de personnes qui ne l'ont pas encore fait sur la base, bien sûr, des chiffres dont vous disposez? Tout à fait. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 50% de personnes concernées par l'opération de renouvellement des titres d'identité de 2009 qui sont toujours pas présentées à notre dispositif afin de procéder à leur enrôlement. Donc la cible était de 6 500 000 personnes. Et donc aujourd'hui, un peu plus de 50% de ces personnes ne sont toujours pas enrôlées. Alors, démarré il y a plusieurs mois, comment réagissent les populations à cette opération? Sont-elles, on va dire, manifestent-elles un engouement particulier? Traînent-elles les pas? Comment est-ce qu'elles réagissent vis-à-vis du processus? Alors, il faut dire que depuis la dernière prorogation donc, au 26 mai 2021, nous avons constaté progressivement une réduction donc, dans le taux d'enrôlement des populations. Et donc, effectivement, les populations traînent un peu les pas. Mais nous avons remarqué, effectivement, depuis quelques jours, qu'à l'approche donc de l'expiration de la date de validité, les chiffres commencent à monter en termes d'enrôlement. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique que ces populations traînent les pas? Alors, je pense bien que, d'après le retour, en tout cas, que nous avons du terrain, les populations attendent justement de s'approcher du 31 décembre, puisque les retours que nous avons, c'est que les cartes sont encore valides et donc elles ne sentent pas la pression pour le moment. En tout cas, elles attendent justement la dernière minute pour aller retirer ces cartes, n'est-ce pas? Alors il y a aussi un fait important, il y a que certaines cartes attendent justement sagement leurs acquéreurs. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors ces cartes déjà produites qui sont stockées attendent d'être retirées. Est-ce que c'est normal? Alors c'est pas normal dans le sens où nous mettons tout en œuvre pour notifier les populations, notamment par SMS. Nous avons notre centre d'appel également qui a été mis en contribution. Nous avons au-delà de ces méthodes classiques de notification, nous avons également une plateforme en ligne qui permet donc de pouvoir vérifier le statut de la carte. Et même en zone rurale, nous avons des opérations qui sont organisées avec le corps préfectoral. Nous avons des griots qui sont mis à contribution. Nous mettons vraiment tout en œuvre afin de pouvoir notifier les populations. Mais, encore une fois, les populations traînent les pas parce que les cartes de 2009 sont encore valides jusqu'au 31 décembre. Et parlons justement de réaction des populations. Nous avons d'une part, bien sûr, celles qui ont pu déjà retirer leurs cartes et qui ne sont donc pas inquiètes de la date butoir ou d'expiration des cartes utilisées en ce moment. Et nous avons d'autre part celles qui n'ont pas encore reçu leurs cartes, bien que s'étant fait enrôler il y a plusieurs mois. À quoi est dû ce retard observé? Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de préciser que cette opération d'identification consiste donc à produire des titres sécurisés sur la base du registre national des personnes physiques. Nous sommes ici donc dans un processus de construction d'un registre des populations qui a pour objectif de centraliser toutes les données alphanumériques, biométriques et biographiques des populations. Alors, je tiens à préciser cela parce que justement, dans le cadre de cette opération depuis l'année dernière, nous avons constaté qu'un certain nombre de données étaient erronées, notamment de données qui émanent de la base de données de 2009 par exemple, où nous avons constaté des erreurs notamment au niveau des centres d'état civil. Je vous donne un exemple. Dans beaucoup de cas, nous avons par exemple au niveau d'Abidjan constaté que des personnes sont nées à Abidjan. Abidjan n'est pas un centre d'état civil. Dans le cadre de ce processus-là, nous sommes obligés donc, de nous aligner sur les normes en ce qui concerne l'état civil national, qui donc nous oblige donc à aligner donc les lieux de naissance sur les centres d'état civil tels que normés au niveau national. Au-delà de cela, également, il faut dire que ce document que nous produisons est un document de voyage. Un document de voyage, qui, ce qui concerne la photo, doit répondre à des normes internationales, notamment la norme ICAO. Et c'est un certain nombre de photos qui ont été prises justement dans les premiers mois de l'opération d'identification l'année dernière n'étaient pas conformes à cette norme. Donc nous attendons donc à corriger cela. Nous avons un processus de correction qui a été mis en œuvre depuis plusieurs mois. Nous notifions les personnes concernées justement de ce fait-là, afin qu'elles se dirigent vers nos centres, afin de corriger, procéder à ces corrections-là. Mais cela ne concerne pas justement la majorité des personnes, parce qu'aujourd'hui, le constat est que le dispositif a été nettement amélioré et arrive à produire la majorité des demandes de renouvellement en moins de 45 jours. Alors ce dispositif amélioré qui permet justement de rattraper ces erreurs, en quoi consiste-t-il véritablement? C'est vrai qu'il y a des notifications qui sont envoyées aux personnes sur lesquelles on a pu enregistrer certaines erreurs, mais de façon précise et détaillée. En quoi consiste-t-il ce dispositif? Alors essentiellement, il s'agit donc pour ces personnes-là de se rendre vers le centre, n'importe lequel de nos centres sur le territoire national, puisque ces centres sont habilités à procéder à des corrections, et puis de se munir donc de leur extrait de naissance,
Et lorsque ces personnes se présentent dans cette centre-là, nous procédons donc aux corrections en fonction du cas de figure. Donc les agents sont formés à l'effet de pouvoir donc procéder à ces corrections-là. Et s'il s'agit d'une photo, donc nous reprenons la photo. S'il s'agit de corriger le lieu de naissance, nous le faisons sur la base donc de l'extrait de naissance, afin que donc cette carte puisse être produite donc quelques jours après. Alors, les anciennes cartes ne seront plus donc valables après la fin de l'année 2021, c'est bien cela. À l'approche de cette échéance, votre office a multiplié les actions. Vous étiez en train de faire l'ébauche de ces actions il y a quelques minutes et vous avez choisi d'aller sur le terrain pour voir un peu comment les choses sont menées, comment est-ce que cette action se tient auprès des populations. Notre reporter, Konaté Moussa, était avec vous dans une visite terrain au cours d'une visite terrain que vous avez engagée. Suivons ensemble son reportage. Opération d'établissement de la carte nationale d'identité. L'Office national de l'état civil et de l'identification opte pour la proximité. Les sites d'enrôlement se multiplient et se rapprochent des populations, comme ici dans ce quartier, à Trècheville. Nous recevons le renouvellement, nous recevons la nouvelle demande, nous recevons la modification, nous recevons les corrections. Pour quelqu'un qui vient pour une nouvelle demande, il a tout au plus jusqu'à 10 minutes pour terminer. Mais pour quelqu'un qui vient pour un renouvellement, nous avons tout au plus 5 minutes pour libérer la personne. Pour un retrait, avec le PC, nous avons 1 à 2 minutes selon que les empreintes passent ou pas. Si les empreintes passent normalement, 1 minute même suffit largement pour libérer le pétitionnaire. Nous prenons plus de 300 personnes par jour. Autre lieu, ce site offert par les autorités municipales de Marcory, situé non loin du stade Robert Champroux. J'ai fait la demande dans le mois d'août et le rendez-vous c'était le 25, 9e mois, 25 septembre. Donc là, je n'étais pas là et c'est maintenant que je suis venue retirer la carte. Je suis satisfaite déjà de savoir que la carte est disponible et que je vais la voir maintenant. En plus des centres dans les quartiers et commissariats, des agents de l'ONESI sont installés dans des entreprises, notamment au siège de la MUGEFSI, au Plateau, et dans cette agence de téléphonie mobile à Marcory. Notre modèle d'affaires, banque digitale, est soutenable si nos clients ont leur pièce d'identité. Donc ce n'est pas un modèle de banque où les gens peuvent initier des opérations uniquement avec leur permis de conduire ou quoi. Il faut avoir bénéficié de sa pièce d'identité. L'ONESI précise que les anciennes cartes ne seront plus valables à compter de la fin d'année 2021. Les populations sont donc invitées à se rendre dans les centres d'enrôlement pour se faire établir leur nouvelle carte d'identité. Alors, monsieur le directeur général, on vient de vous voir sur le terrain. Quel était le but véritable de cette visite? Était-ce de rassurer les populations sur les dispositions que vous avez prises pour justement permettre que ce processus se déroule bien, ou c'était juste pour vous l'occasion de prendre connaissance véritablement des difficultés rencontrées sur le terrain? Je pense que l'objectif était mixte. En réalité, il s'agissait pour moi effectivement de m'assurer que le dispositif déployé fonctionne bien, notamment notre stratégie de proximité que nous avons. Et vous êtes sorti rassuré de cette visite? Oui, je suis sorti rassuré parce que j'ai constaté effectivement que nos équipes sont présentes dans les différents lieux indiqués, notamment au niveau de l'université, au niveau de la MUGEFSI, au niveau d'Orange Bank. Cela donc démontre parfaitement que nous sommes effectivement à fond dans notre stratégie de proximité afin de nous rapprocher au plus près des populations. Alors, une chose est sûre, c'est que le renouvellement de cette carte s'impose, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Ce renouvellement s'impose vu que ces cartes expirent à fin 2021, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et donc, je tiens à rappeler aux Ivoiriens de venir le faire maintenant. Il ne reste plus que quelques semaines. Alors, pour éviter les longues files d'attente, parce que nous attendons justement une affluence dans les centres dans les jours à venir, vu que les chiffres ont commencé à monter, venez dès maintenant vous faire enrôler. Alors, une question un peu plus technique, monsieur le directeur général. Quand on prend la carte, la nouvelle carte, au revers de celle-ci, ni le nom du père, ni celui de la mère ne figurent. Pourquoi? Oui, la fameuse question liée à la filiation. Ben oui. Oui, effectivement, il s'agit d'un changement qui a été opéré et qui ne relève pas de nous. Je tiens à mentionner que déjà la nouvelle carte nationale d'identité biométrique est encadrée, a été proposée lors d'une conférence des chefs d'État en 2014. Donc c'est issu d'une directive de la CEDEAO qui date de 2014. Ensuite, il faut savoir que cette carte est encadrée par un décret
un décret, déjà une loi qui est la 566 plutôt, la 2019-566 qui encadre donc la carte nationale d'identité biométrique, et un décret 2019-945 justement qui précise les mentions qui doivent figurer sur cette carte. Donc c'est donc ce décret-là que nous appliquons exactement donc, lors de cette opération. Et pour donner plus de précision en ce qui concerne ce qui a justifié Je vous en prie, allez-y. Justement ce choix-là, il faut dire que nous avons également des dispositions légales concernant la loi sur les données à caractère personnel. Et cette loi-là, justement, demande à ce que les informations qui figurent sur un document soient adéquates et non excessives. Donc, dans le cadre de la protection des données, justement, il faut donc permettre que les données qui figurent sur un document puissent permettre, justement, de répondre aux besoins exacts pour lesquels ce document a été produit. Dans le cas d'espèce, il s'agit de l'identité. Avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre photo, logiquement, on doit pouvoir vous identifier. Mais en plus de cela, toutes ces informations que nous avons collectées sont contenues dans la puce. Et ce que je tiens à préciser, c'est que nous avons un numéro national d'identification qui est unique à chaque Ivoirien, qui figure donc au verso de cette carte-là. Et donc, avec toutes ces informations, il est impossible de confondre deux individus. D'accord. Alors que nous préparions cette émission, nous avons également pu noter que les préfets, le corps préfectoral a été associé à votre stratégie de proximité pour justement sensibiliser les populations à prendre une part active à cette opération. Il n'y a pas que les préfets, il y a aussi les guides religieux. Pourquoi avez-vous choisi de vous appuyer sur ces deux éléments clés en termes justement de communication pour pouvoir toucher les populations? Est-ce qu'il y a des raisons particulières? Alors, il faut dire que la stratégie que nous avons mise en œuvre à travers donc, la mise en place des comités locaux d'identification, pilotés par le corps préfectoral justement sur le terrain, consiste à pouvoir appuyer le dispositif de l'ONECI dans toutes les zones du pays. Alors, il faut dire que bien entendu, le corps préfectoral a la parfaite maîtrise donc, du terrain. Et nous nous appuyons donc sur eux afin de pouvoir réussir cette opération-là. Cela fonctionne bien en tout cas depuis plusieurs mois. Avec l'appui du ministre de l'Intérieur, justement, cela a pu se faire depuis maintenant quelques mois. Et cela permet donc de pouvoir renforcer notre dispositif et être beaucoup plus efficace sur le terrain. Alors, passé le 31 décembre, les cartes que nous utilisons en présent ne seront plus valables, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que vos équipes sont prêtes à accueillir ce flux de personnes qui viendront certainement à la dernière minute pour justement prendre part à cette opération? Est-ce que vous avez tous les moyens réunis pour permettre que ce flot de personnes soit bien géré? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons des équipes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui quadrillent tout le territoire national. Nous avons développé une stratégie de proximité qui nous permet aujourd'hui, à travers nos équipements et nos effectifs, de pouvoir nous déployer partout où besoin est. Donc nous sommes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à l'université de Cocody. Nous avons initié la semaine du pétitionnaire il y a quelques semaines. Nous étions dans plusieurs écoles. Nous déployons dans les marchés, dans des marchés, des supermarchés, dans des quartiers, afin de pouvoir donc relever ce défi-là. Il faut dire aussi que la capacité opérationnelle déployée aujourd'hui nous permet de pouvoir enrôler et traiter plus de 2 millions d'enrôlements par mois. Et cette capacité peut être renforcée parce que nous avons des équipes en attente également qui peuvent être déployées en cas de besoin afin de pouvoir donc répondre aux besoins si nécessaire. Donc nous sommes vraiment confiants à ce niveau-là, le dispositif fonctionne. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, afin d'anticiper sur cela, nous avons permis que le dispositif puisse traiter les cas de renouvellement de titres en moins de 45 jours. Donc aujourd'hui, nous n'attendons que les Ivoiriens. Et pour les retardataires, vous avez certainement un message. Tout à fait. Lequel? Tout à fait, le message est le même. Venez vous faire enrôler dès maintenant. La carte expire à fin décembre. Donc nous appelons toutes les populations à venir se faire enrôler et nous appelons également toutes les personnes dont les cartes sont disponibles à venir retirer leurs cartes. Si vous avez besoin d'informations à ce niveau-là, vous pouvez contacter notre centre d'appel au 1340. Vous pouvez également vous diriger vers le centre de retrait que vous avez indiqué lors de votre enrôlement afin de pouvoir confirmer si votre carte est prête ou pas. Et vous faites bien de présenter justement ces différents recours parce que certaines populations que nous avons rencontrées alors que nous préparions cette émission nous ont fait savoir qu'ils avaient du mal justement à entrer en contact avec vos services. Qu'est-ce qui pourrait justifier justement ce déficit de communication à leur niveau? Ce sont ces populations qui ne savent pas à quelle porte frapper ou ce sont les recours que vous donnez qui sont difficilement accessibles? À mon avis, je pense que peut-être les populations ne savent pas où se diriger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent aller vers le centre d'enrôlement, le centre de retrait indiqué lors de l'enrôlement afin de pouvoir avoir l'information. Elles peuvent appeler notre centre d'appel au 1340. Nous avons une équipe bien formée qui traite les réclamations et toutes les demandes.
Nous avons également, ils ont la possibilité de consulter notre plateforme en ligne sur onesi.ci afin de connaître le statut de leur carte. Et puis au-delà de ça, bien entendu, nous avons le centre d'appel également qui est mis à contribution et les notifications par SMS. Donc nous avons vraiment mis tout en œuvre afin de pouvoir donc les informer. Et juste avant de conclure, de quel document doit-on se munir pour se faire enrôler rapidement? Alors pour une nouvelle demande de titre, il s'agit donc d'un extrait de naissance ou d'un certificat de nationalité datant de moins de 2 ans. Bien entendu, avec le thème normalement acheté sur rnpp.ci ou sur onesi.ci, puisque ce site se redirige donc sur rnpp.ci, afin de pouvoir donc acheter le timbre. Également, ils peuvent se diriger pour l'achat du timbre auprès de nos partenaires, la Banque nationale d'investissement, la Poste de Côte d'Ivoire et également la Banque populaire. En ce qui concerne le renouvellement, il s'agit d'un extrait de naissance, une copie de votre ancienne carte ou votre ancienne carte d'identité. Et c'est sur ces mots du directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI, M. Sitioni Yena Kafana, que se referment les pages de cette édition. Je rappelle juste que votre magazine, ce dimanche 28 novembre 2021, était consacré à l'état des lieux du processus d'identification, mission assignée à l'ONESI. Et nous avons donc reçu le directeur général pour en parler. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Okay.